Donc, avant de commencer, j'aimerais rappeler, ou bien j'aimerais d'abord vous souhaiter, parce que nous sommes le premier jour de Ramadan, donc Ramadan Mubarak Karim, je le dirai en arabe, que Dieu vous donne la force et la volonté pour pouvoir continuer à suivre les cours, à vous préparer pour les prochains rendez-vous, que ce soit pour les examens de rattrapage ou bien pour les examens de fin de cycle de la licence. Donc, revenons à nos moutons. Lors de la dernière séance, nous avons assisté ensemble aux éléments d'existence de l'action. Et nous avons vu ensemble que, après avoir défini l'action, nous avons vu que cette action, pour qu'il soit fondée, il doit respecter un certain nombre de conditions. Ce sont les conditions d'existence de l'action civile, à savoir l'objet. Pouvez-vous me rappeler? J'aimerais bien vous impliquer avec moi. Donc, quelles sont les conditions d'existence de l'action que nous avons développées la dernière fois? Oui, je vous écoute. L'objet, la Oui, cause, l'objet, la cause. Pas encore. Le moyen, Le moyen, oui, et l'intérêt légitime, l'intérêt légitime. Bien. Donc, toute action doit obéir à ces conditions d'existence. Sinon, on ne peut parler de conditions. Vous avez oublié l'adversité. Donc, l'adversité judiciaire. Pour intenter une action en justice, il faut avoir un adversaire. Donc, il faut avoir un adversaire. Cet adversaire, parfois, n'est autre que l'État, le ministère public. Parfois, lorsqu'on intente une action pour changer notre prénom, notre nom, lorsqu'il comporte des significations qui peuvent être contraires à la morale, par exemple. Donc, maintenant que nous avons développé les conditions d'existence de l'action et nous avons vu quelles sont les différentes classifications doctrinales de l'action, nous avons distingué entre l'action attitrée, action banale, entre les actions selon l'objet, donc action réelle, action les actions réelles et les actions personnelles, voilà, et les autres actions que nous avons développées la dernière fois. Donc, je vais passer maintenant aux conditions de recevabilité. Donc, aujourd'hui, il s'agit d'un cours très important, étant donné que la recevabilité de l'action en justice subordonne la réalisation, est subordonnée à la réalisation de plusieurs conditions. Si ces conditions ne sont pas remplies, votre action sera automatiquement vouée à l'échec et sera déclarée dès le départ non recevable par la juridiction devant laquelle vous avez intenté votre action. Donc, ces conditions de recevabilité constituent, entre autres, un gage du sérieux de celui qui intente son action en justice. Parce qu'on ne peut pas permettre à tout le monde d'intenter son action sans qu'il y ait sans l'existence des conditions que nous allons développer tout de suite, qui sont l'intérêt, la capacité et l'intérêt, la capacité et rappelez-moi, troisième condition, la qualité. Donc sans qualité, sans intérêt et sans capacité, on ne peut pas intenter une action en justice. Ces conditions permettent entre autres de barrer la route aux actions creuses, aux actions qui peuvent être motivées par une malice, ou bien tout simplement qui sont là, qui se présentent pour nourrir un besoin de vengeance d'une personne. Donc voilà pourquoi le législateur a essayé d'encadrer la présentation d'une action devant une juridiction déterminée.
Donc, commençons notre cours. Donc, avant de présenter les trois conditions que je viens de déclarer, il s'agit de noter que ici, il ne suffit pas à l'action de se former matériellement par la réunion de ces éléments constitutifs, à savoir l'objet, la cause, l'intérêt et l'adversité. Il doit en plus être valide. Donc, les conditions de recevabilité de l'action, c'est les conditions, entre autres, de validité de l'action. Autrement dit, l'action, pour qu'il soit traité par les juges, il ne suffit pas qu'elle soit valable par l'existence des conditions, par l'existence des conditions d'existence de l'action que nous avons développée. Mais il doit encore être valide. Donc, ce que nous allons présenter aujourd'hui, ce sont les conditions de validité de l'action. Voilà pourquoi on dit que toute prétention à propos d'un intérêt légitime constitue une action valide, à moins de constituer une insulte, une diffamation ou bien une menace proférée. Dans ces cas, on ne peut parler d'une action valide. Donc, la recevabilité de l'action est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions qui, comme je viens de dire, présentent ensemble, ces trois conditions que je vais présenter, un gage du sérieux de la demande qui sera présentée devant le juge. Vous avez constaté qu'une partie de ces conditions se rapporte aux justiciables eux-mêmes. Voilà pourquoi on les appelle des conditions subjectives. Ils se rapportent à la personne qui va intenter son action, mais aussi à la personne qui va se défendre contre les prétentions de celui qui a présenté l'action en justice. Les autres conditions se rapportent aux actions intentées. Donc, les conditions subjectives qui sont relatives aux justiciables, ce sont les conditions que nous allons essayer de développer dans cette séance. Alors que les conditions objectives qui concernent certaines actions à titre exclusif ne feront pas l'objet de cette séance, mais on va les aborder au fur et à mesure de l'avancement de ce cours. Donc, ce qui nous intéresse le plus dans cette séance, ce sont les conditions subjectives. Ça veut dire qu'ils se rapportent à la personne elle-même. Les conditions objectives concernent, quant à elles, un certain nombre d'actions dont, par exemple, les délais qui sont conditionnés par un certain nombre de délais et de formalités précises. Si ces délais sont dépassés, on peut être frappé de prescription, par exemple. Je peux donner l'exemple des actions qui doivent être, par exemple, d'une action en matière de droit cambiaire qui doivent être intentées dans un délai d'un an pour recevoir paiement de la part, ou bien 6 mois, entre les endosseurs. Je peux donner aussi l'autre exemple qui concerne les actions de dépossession, donc qui doivent être intentées c'est dans le cadre de l'action possessoire. Donc, dans le cadre de l'action possessoire, celle-ci doit être intentée dans un délai d'un an à partir de la dépossession. Donc, une fois dépassé ce délai d'un an, votre demande ne sera pas déclarée recevable et sera rejetée dès le départ. Donc, voilà. Donc, je reviens aux conditions subjectives qui font l'objet de notre cours aujourd'hui. Donc, ce sont des conditions qui ont été posées par le législateur dans l'article 1er du Code de procédure civile, qui précise en ces termes: ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs droits. Donc, dès le premier article du Code de procédure civile, le législateur précise que tout ce qui va suivre dans le Code comme règle, comme réglementation, comme procédure, comme formalité, doivent obéir d'abord à ces conditions. Si vous voulez exercer vos actions, il faut d'abord que vous remplissez les 3 conditions subjectives suivantes: la qualité, la capacité
et l'intérêt. En l'absence de l'une de ces trois conditions, votre action sera rejetée. Donc, la qualité, la capacité et l'intérêt seront étudiés séparément dans cette séance-ci. Donc, commençons par la qualité. La qualité peut être définie comme le titre juridique en vertu duquel toute personne peut être mêlée à l'adversité judiciaire comme partie principale ou bien comme partie jointe. Donc, c'est le titre juridique qui vous permet d'être adversaire dans une affaire judiciaire. Autrement dit, c'est la relation entre la personne et la chose ou l'institution juridique. C'est la matière au conflit qui justifie l'action de se dresser à la justice comme demandeur ou bien comme défendeur ou bien encore parfois comme une partie qui vient se joindre au procès, qui n'est ni demandeur ni défendeur, mais une partie jointe, comme on va voir avec le ministère public, qui peut jouer parfois le rôle de partie jointe, ou bien d'autres personnes qui peuvent voir leur intérêt en jeu dans un procès civil, et ils peuvent se présenter pour défendre leur intérêt, même s'ils n'étaient pas au début ni demandeurs ni défendeurs. Donc, exemple, un plaideur, ça veut dire un justiciable qui agit en qualité de propriétaire ou bien de créancier contre son locataire ou contre son débiteur. Pour que la demande soit recevable, il faut que le demandeur soit le bon plaideur. Je vais pas laisser mon frère aller agir en mon nom sans qu'il ait reçu une représentation de ma part, une délégation de pouvoir de ma part, pour qu'il intente une action contre mon locataire. Ce n'est pas possible. Et que le défendeur soit le bon adversaire. Moi, en tant que locataire, je ne vais pas intenter mon action contre le père du locataire. Non, je dois intenter mon action contre le locataire lui-même et non pas contre son frère ou bien sa mère ou bien son père ou bien un proche. Donc sinon, la demande sera automatiquement vouée à l'échec dès le départ. Il sera déclaré non recevable pour défaut de qualité, que ce soit du demandeur ou bien du défendeur. Voilà pourquoi on essaie toujours de présenter une requête qui comporte le nom de celui qui est notre adversaire dans un procès civil. Je ne vais pas présenter ma requête contre une personne innommée. Non, je dois nommer la personne et que cette personne, c'est lui qui me doit quelque chose pour laquelle je me suis dirigé vers la justice. Donc, on peut conclure en disant que la qualité se trouve ainsi réduite à celle du titulaire du droit. C'est le titulaire du droit qui doit intenter son action et c'est le titulaire du droit qui doit se défendre contre les intentions ou bien les prétentions de la partie adverse qui est le demandeur. Donc, la qualité se trouve ainsi réduite à celle du titulaire du droit, permettant à son détenteur d'avoir l'autorité juridique requise pour faire valoir un intérêt légitime à l'encontre d'un adversaire judiciaire. Est-ce clair? Donc, la qualité peut être, à travers ces explications, on peut dire que la qualité peut être reconnue légalement aux personnes suivantes. D'abord, les titulaires des droits litigieux, sur le fond. Titulaire d'un droit, c'est moi qui est le propriétaire de cette maison qui doit intenter l'action et non pas je vais laisser une autre personne qui habite avec moi ou bien mon frère ou bien mes parents. C'est le propriétaire qui doit intenter une action en justice pour évincer le locataire. Ensuite,
La qualité est remplie aussi par les héritiers ou ayant cause universelle. Donc, lorsque le propriétaire n'est pas là, lorsqu'il trouve la mort, le défunt ne peut pas intenter une action en justice. Ce sont ces héritiers qui seront qualifiés, qui auront la qualité de présenter leurs prétentions devant la justice contre un locataire, par exemple. Les créanciers par l'action oblique. Donc, qu'est-ce que l'action oblique? C'est une action à travers laquelle un créancier agit à la place du débiteur parce que tout simplement ce débiteur était négligent, parce qu'il n'a pas intenté une action contre ses propres débiteurs. Donc, je crois que c'est une action que vous connaissez, que vous avez étudiée dans le cas de, que ce soit des sociétés ou bien du cours de société ou bien du cours je crois, des obligations des contrats. Donc, je ne fais ici que rappeler que l'action oblique est une action qui est ouverte au créancier, qui prend la place de son débiteur pour agir à sa place contre les débiteurs de son débiteur, étant donné que que son débiteur a préféré ne pas intenter son action contre ses propres débiteurs. Donc, puisqu'il était négligent, c'est moi qui veux prendre sa place. Ensuite, la qualité est acquise pour les représentants légaux ou conventionnels. Qu'est-ce qu'un représentant légal? C'est un représentant qui est nommé par la loi pour représenter soit une personne physique, soit une personne morale. C'est le cas du tuteur légal, d'accord, qui agit en justice pour les intérêts de la personne qui est mise sous sa tutelle, ou bien des représentants conventionnels. C'est le cas des personnes qui agissent en justice suite à une convention par laquelle le titulaire du droit a délégué pouvoir à son mandataire pour agir en son nom. Et finalement, le ministère public reçoit qualité en vertu des dispositions de la loi, comme vous allez voir, les articles 6 et 10 du Code de procédure civile, qui donnent la possibilité au ministère public, parfois comme partie jointe, parfois comme partie principale, donc de prendre position dans un procès civil. Donc la présence du ministère public n'est pas seulement une condition, n'est pas le ministère public n'est pas toujours appelé à présenter ses prétentions seulement dans le cadre du procès pénal, mais il est aussi appelé à présenter ses prétentions, ses conclusions dans un procès civil, comme vous allez le voir. Donc, on peut dire que le régime de l'action civile diffère selon que l'action soit exercée à titre privé ou bien à titre public. Donc, c'est une distinction importante à opérer dans les actions civiles. Donc, lorsque les actions civiles sont exercées à titre privé, ça veut dire lorsqu'ils sont exercés par un particulier. Donc, dans ce cas, les actions concernent soit des actions attitrées ou bien des actions banales, comme nous les avons expliqué la dernière fois. Ou bien, ces actions peuvent être exercées par le ministère public. Et dans ce cas, il est exercé à titre public parce que le ministère public est là pour défendre les intérêts de la société. Donc, commençons par la qualité à titre privé. Donc, la qualité à titre privé, c'est la situation juridique dans laquelle le demandeur ou bien le défendeur agit en son nom et pour son compte personnel, comme un titulaire du droit litigieux. Ou bien, lorsque c'est un héritier, c'est une personne considérée comme ayant cause universelle, ou encore un créancier, comme je viens de l'expliquer dans le cadre d'une action oblique. Ou bien un représentant légal, ou même un représentant conventionnel. À l'exclusion du ministère public. Autrement dit,
la qualité à titre privé est une qualité qui s'acquiert pour l'ensemble des qualités qui sont reconnues par la loi, à l'exception du ministère public, qui agit, elle, en tant ou bien à titre public. Donc, j'ai dit que le régime juridique diffère selon qu'il s'agit d'une action attitrée ou bien d'une action banale. Dans les actions attitrées, la loi restreint le droit d'agir en le limitant à certaines personnes habilitées. Donc, je rappelle, qu'est-ce qu'une action attitrée? C'est une action dans laquelle le fondement même de l'action se trouve dans la loi. C'est la loi qui présente l'objet et la cause de mes prétentions devant le tribunal, pour présenter mes prétentions devant le tribunal. Alors que dans les actions banales, le fondement juridique, ou bien la cause n'existe pas. Ce n'est pas la loi qui précise pourquoi j'ai agi en justice, mais tout simplement lorsque je me sens lésé parce que j'ai subi un dommage. Donc, dans les actions attitrées, je peux donner les exemples suivants. L'action du paiement de salaire donné, qui est donné au seul salarié. Donc, pour intenter une action en justice, pour non-paiement du salaire, seul le salarié est en droit, est fondé à qualité d'agir en justice. Est-ce clair? Pour ce qui est du divorce, l'action de divorce, personne ne peut intenter une action pour demander le divorce à l'exception des deux conjoints, du mari et de l'épouse. Je ne peux pas laisser mon père intenter une action en justice pour demander divorce parce qu'il a constaté que je suis maltraité par mon mari ou bien par mon épouse. Seuls les deux conjoints ont la possibilité d'intenter une action. C'est une action attitrée. C'est le code de la famille qui le précise. Donc, c'est le cas aussi de la succession. L'action pour succession est donnée aux seuls héritiers. C'est eux seuls qui ont la qualité. L'action d'alimentation. Donc, la loi oblige les enfants à alimenter, à donner de l'argent pour alimenter leurs parents. Donc, qui peut intenter cette action? Ce sont les parents, et non pas les autres frères, et non pas les oncles. D'accord? Ensuite, l'exemple de la liquidation d'une société donnée aux seuls associés. Donc, ce sont les associés qui peuvent intenter une action en justice pour demander la liquidation de la société s'ils veulent mettre fin à leur travail, à leur société, pardon. Et l'intérêt exclusif dans un contrat nommé. Donc, puisque c'est un contrat nommé, donc ça veut dire que la réglementation de ce contrat se trouve dans une loi. Donc, voilà pourquoi on la classe dans la catégorie des actions attitrées. Donc, il faut ajouter ici que la loi implique les tierces pour défendre les intérêts d'autrui. La loi, parfois, implique des tierces pour demander les intérêts d'autrui. C'est le cas, par exemple, de l'action ut singulier. Qu'est-ce que l'action ut singulier? C'est une action par laquelle un associé peut demander réparation d'un préjudice qui a été subi par l'ensemble des associés, par l'ensemble des actionnaires, suite à une faute qui a été constatée, qui a été commise par un dirigeant. Donc, l'action ad singuli, c'est l'action qui permet à un ou plusieurs associés d'intenter une action en justice pour réparation d'un dommage qui a été causé par l'un des dirigeants. Ou bien l'exemple du syndicat qui peut se substituer à l'ensemble des salariés ou bien à quelques salariés pour intenter une action pour inégalité professionnelle. Donc, dans une société déterminée, une association, un syndicat a constaté que les
les salariés ne sont pas traités de la même façon. Il y a une inégalité professionnelle entre eux. Il peut intenter une action. Seulement, il faut aviser ces personnes, on dit, ou bien pour qui je vais défendre des intérêts en tant que syndicat. Ils ne doivent pas s'opposer à cette action. C'est le cas aussi de l'action d'un représentant créancier et syndic dans une procédure collective. Dans une procédure collective, ça veut dire lorsqu'une entreprise passe par des difficultés financières, de telle façon qu'on lui applique les dispositions du livre 5 du Code de commerce. Dans ce cas, les représentants des créanciers ou bien le syndic peut intenter une action en justice pour réparer tel ou tel préjudice. C'est aussi l'action des associations des consommateurs. Donc, la loi 3108 pour la protection des consommateurs donne la possibilité aux associations protégeant les consommateurs pour agir à leur nom. D'accord? Donc, ce qui rassemble toutes les actions, tous les exemples que je viens de donner, c'est que ce sont des actions attitrées. C'est la loi même qui reconnaît à cette personne la possibilité de se diriger à la justice. À la différence des actions banales. Pour les actions banales, il suffit de justifier d'un intérêt direct et personnel pour se diriger vers la justice, pour se constituer partie dans un procès civil. Autrement dit, la loi ne précise pas d'une manière claire qui peut se diriger en justice, qui a qualité à agir en justice. C'est vous qui doit justifier selon la circonstance, selon les situations, selon le contexte que vous avez suivi, que vous avez un intérêt direct dans telle ou telle situation pour recevoir qualité pour agir en justice. C'est le cas, par exemple, du droit créé en vertu d'un contrat innommé. Puisqu'il s'agit d'un contrat innommé, est-ce qu'il est réglementé par le législateur? Non. Ce sont les contrats nommés qui sont réglementés par le législateur. Donc, dans un contrat innommé, vous avez suivi ou bien vous avez reçu un droit. Donc, le législateur a laissé une liberté totale, une grande liberté, donc, aux parties, par application des dispositions de l'article 230 du DER et des obligations des contrats, pour fonder leurs obligations réciproques. Donc, si j'ai acquis un droit à partir des clauses d'un contrat innommé, donc je me constitue ou bien je reçois qualité pour agir en justice pour ce qui est des obligations qui sont nées de ce contrat innommé. C'est le cas aussi de l'action pour dédommagement ou inexécution d'une obligation contractuelle. Donc, toujours par application du principe déjà déclaré par l'article 230 du DER des obligations des contrats, selon lequel les obligations légalement faites tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Donc, dans ce cas, si je subis un dommage, un préjudice suite à l'inexécution par mon contractant d'une obligation stipulée dans le contrat, je reçois qualité, je suis fondé à intenter ou bien à me défendre en justice. C'est le cas aussi des responsabilités, toutes les responsabilités délictuelles pour une faute civile quelconque, comme vous l'avez étudié avec moi dans le cadre du cours des assurances. Donc, pour réparer une faute civile qui est considérée comme une faute délictuelle ou bien qui fonde une responsabilité délictuelle. Est-ce clair? Donc, maintenant, il y a des cas où ce n'est pas moi qui ai intérêt direct qui agit, mais c'est une autre personne. C'est le cas de la représentation. C'est lorsque je donne mandat à une autre personne pour agir en mon nom.
Et là, c'est une situation fréquente et qui est tolérée par les juridictions et qui est parfois même obligatoire, comme vous allez voir dans certaines situations. Donc la représentation peut être définie comme le mandat conféré par une personne à une autre en vue d'agir en son nom et pour son compte en justice et qui est appelé mandat ad litem. Mandat ad litem, ça veut dire, c'est une expression latine qui veut dire pour agir en justice. Mandat ad litem, c'est mandat en vue d'agir en justice. C'est, si vous voulez dire, la traduction littérale de cette expression ad litem. Donc, cette représentation, comme je viens de dire, peut être volontaire, mais parfois il peut être obligatoire. Parfois c'est un choix, parfois vous êtes obligé de désigner un représentant, celui qui va vous représenter en justice. Donc, c'est le cas de l'avocat devant tous les tribunaux lorsque la procédure est écrite. Donc, vous allez me dire, monsieur, mais il s'agit ici d'une entrave à l'exercice du droit d'agir en justice que nous avons proclamé la dernière fois comme principe constitutionnel. Je dis, peut-être, vous avez raison, c'est parmi les entraves à l'exercice de l'action en justice, mais le législateur précise aussi dans le Code de procédure civile et dans d'autres lois que vous pouvez toujours demander l'assistance judiciaire et dans ce cas, le tribunal peut vous donner, vous octroyer l'assistance judiciaire d'un avocat sans que vous serez amené à payer les frais de cet avocat. Donc, il y a une loi sur l'assistance judiciaire qui précise les modalités et pour qui on peut donner assistance judiciaire. Donc, devant certaines juridictions comme les tribunaux administratifs et les tribunaux commerciaux, donc devant ces juridictions, la procédure est toujours écrite. Voilà pourquoi il est toujours demandé d'avoir un avocat pour vous représenter. Devant les tribunaux de première instance, devant les autres tribunaux de droit commun, la présence d'un avocat n'est pas toujours obligatoire. Donc, quelles sont les conditions de cette représentation, de ce mandat qu'on peut conférer à une personne pour nous représenter en justice? Donc, en principe, toute personne capable peut être mandataire en justice. Toute personne capable. Donc, la représentation par une personne obéit d'abord à la condition de capacité. Donc, on peut faire ressortir trois grandes conditions. D'abord, les pouvoirs du représentant légal sont déterminés par la loi. Par exemple, pour les administrations publiques, les administrations publiques élisent généralement un représentant légal parmi les fonctionnaires de l'administration. Donc, ils élisent un fonctionnaire qui travaille dans les services et il lui donne les fonctions de représentant légal en justice chaque fois que l'administration est partie à un procès civil, soit comme demandeur, soit comme défendeur. C'est un fonctionnaire de l'administration qui va aller parler en son nom pour présenter ses prétentions. Parfois, c'est le juge même qui est mandataire lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un mineur qui protège les intérêts du mineur. C'est le juge. C'est le cas du tuteur autorisé. Donc, il est autorisé par le juge. Donc, dans ce cas, c'est le juge qui est le représentant du mineur. Ou bien par la volonté des parties. Donc, une partie peut demander la représentation d'une autre personne lorsqu'il ne lui est pas possible de se présenter en justice, notamment lorsqu'il se trouve dans un pays lointain. Donc, je peux demander à un mandataire de me représenter. Suite à un mandat écrit, je donne
je donne à travers un mandat la possibilité à mon mandataire de me représenter en justice. Deuxième cas, le représentant doit justifier, ou bien deuxième condition, pardon, le représentant doit justifier de son pouvoir par acte authentique ou sous seing privé dûment légalisé. Ça veut dire que, ou bien par ricochet, la déclaration verbale de représentation n'est pas admise en justice. Il faut qu'il y ait un écrit, un acte authentique. Ça veut dire rédigé par un notaire, par exemple, ou bien par un adoul, un avocat reconnu par le ministère de Justice comme ayant la possibilité de rédiger des actes authentiques. Donc, soit par déclaration verbale de la partie comparaissant avec lui devant le juge. Donc, c'est la seule autre possibilité. Donc, si vous avez donné mandat devant le juge à une autre personne pour vous représenter, dans ce cas, elle est acceptable. Dans les autres cas, ce n'est pas possible si vous ne produisez pas, si votre représentant ne produit pas un acte, authentique ou bien légalisé. Troisième condition, la procuration doit être écrite, comme je viens de dire. Donc, le nom du mandant devant figurer à côté de celui du mandataire. Voilà, c'est une application pure et simple du principe selon lequel nul ne peut plaider par procureur. Nul ne peut plaider par procureur. La procuration doit être écrite et le nom du mandataire et de celui à qui a donné mandat doit figurer dans l'acte authentique ou bien sous seing privé légalisé. C'est bon? Donc maintenant, la représentation par le ministère public. Donc le ministère public agit ou bien acquiert la qualité pour agir au nom et pour le compte des autres personnes lorsqu'ils sont partis à un procès civil, soit comme demandeur, soit comme défendeur. Donc l'intérêt en jeu dans une action civile peut parfois dépasser le cadre des questions de responsabilité contractuelle et délictuelle et avoir un prolongement public lorsque ce sont les intérêts de la société qui sont en jeu. Ce qui justifie pourquoi le ministère public peut agir. C'est ainsi que le législateur marocain présente dans les articles 6 à 10 du Code de procédure civile les cas dans lesquels le ministère public agit en tant que partie, soit principale, soit partie jointe. Donc, la lecture de l'article 6 présente les informations suivantes. Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas déterminés par la loi. Donc, vous allez me dire quels sont ces cas. Ces cas, vous pouvez les trouver dans d'autres situations. On va les présenter tout de suite. Donc, l'article 7, quant à lui, précise lorsque le ministère public agit d'office, ça veut dire c'est elle qui a intenté son action ou bien c'est elle qui s'est présentée d'office pour défendre les intérêts de la société. Donc, soit comme demandeur ou défendeur, dans les cas expressément déterminés par la loi, il dispose de toutes les voies de recours à l'exception de l'opposition. Donc, lorsqu'il agit d'office, il peut exercer toutes les voies de recours. Ça veut dire faire appel, ça veut dire intenter une action même devant la Cour de cassation. Vous allez découvrir avec moi les différentes voies de recours ordinaires et extraordinaires, à l'exception de l'opposition. À l'exception de l'opposition. Ça veut dire qu'il ne peut pas dire Monsieur le juge n'était pas présent, le juge a été rendu en mon absence, donc je dois m'opposer à ce jugement. Ce n'est pas possible parce que le ministère public travaille au sein même de l'entité qui a rendu justice, donc on ne peut pas accepter qu'il s'oppose injustement et de dire
tout simplement, il s'oppose à ce jugement parce qu'il n'était pas présent, parce qu'il s'est absenté. D'ailleurs, sa présence est facultative. L'article 8 du Code de procédure civile dicte en ces termes: dans toutes les causes dont la loi ordonne communication au ministère public, ainsi que dans celles où il a demandé à intervenir après communication du dossier, ou lorsque la procédure lui a été communiquée d'office par le juge, le ministère public agit comme partie jointe. Comme partie jointe. Donc, vous voyez, l'article 8 commence à présenter les cas dans lesquels le ministère public agit comme partie jointe et non pas par opposition à partie principale. Et ne dispose dans ces cas d'aucune voie de recours. Donc, autrement dit, si on compare l'article 7 avec l'article 8, on peut dire que lorsque le ministère public agit d'office, ça veut dire qu'il agit comme partie principale. Il dispose de toutes les voies de recours. Toutes les voies de recours, pardon, à l'exception de l'opposition. Alors que lorsqu'il est appelé à intervenir dans un dossier civil, dans une affaire civile, pour communiquer au juge ses prétentions, il n'a pas la possibilité d'intenter un recours. Il n'a aucune voie de recours. D'accord? Commençons par l'émission du parquet, du ministère public, à titre de partie jointe. Donc, normalement, puisqu'il s'agit d'un procès civil, normalement, le parquet ne doit intervenir que dans la plupart des cas comme partie jointe. C'est la règle de principe. Le principe, c'est que le parquet intervient dans la plupart des cas en tant que partie jointe. Donc, vous allez me dire quelles sont, monsieur, les affaires dans lesquelles le ministère public peut agir en tant que partie jointe. Ce sont les affaires où la loi ordonne la communication par le greffe. Ce sont les cas établis ou bien présentés par l'article 9 du Code de commerce, dans lesquels on ordonne au greffe, ça veut dire aux fonctionnaires du greffe, de communiquer le dossier d'une affaire civile lorsque celle-ci concerne d'abord l'ordre public. Chaque fois qu'un procès civil concerne l'ordre public, l'État, les collectivités locales, les établissements publics, les dons, les legs, au profit d'institutions charitables, les biens habous ou bien les terres collectives, le greffe est appelé ça veut dire il est obligé de communiquer le dossier au ministère public pour qu'il puisse présenter ses prétentions, ses conclusions. Deuxième cas, les affaires qui concernent la famille. À la lecture du Code de la famille, vous allez découvrir que dans plusieurs cas, le ministère public est appelé à intervenir parce que ce sont les intérêts de la société qui sont en jeu. Lorsque je dis la famille, c'est une entité parmi d'autres qui compose la société dans son ensemble. Voilà pourquoi le ministère public est appelé, chaque fois que le dossier concerne la famille, par exemple des affaires de divorce, de succession, ainsi de suite, donc le ministère public est appelé à intervenir pour protéger les parties faibles au procès. Aussi, le ministère public est appelé à intervenir comme partie jointe dans les affaires qui concernent les personnes incapables d'une façon générale, toutes celles où l'une des parties est défendue ou assistée par un représentant légal. Chaque fois qu'une partie est représentée ou bien défendue, assistée par un représentant légal, le ministère public doit intervenir pour ne pas laisser un représentant légal abuser de son pouvoir, pour qu'il veille à la bonne application de la représentation par le représentant, par le mandataire, autrement dit.
Le ministère public agit aussi en tant que partie jointe dans les affaires qui concernent ou bien intéressent les personnes présumées absentes. Nous avons essayé de convoquer à plusieurs reprises une personne, on ne l'a pas trouvée. Elle est présumée absente. Donc le ministère public intervient ici en tant que partie jointe pour protéger justement les intérêts de cette personne absente. Parce que nous avons, rappelez-vous que nous avons beaucoup insisté sur le principe de contradictoire dans un procès civil. C'est un principe qui a toujours été déclaré comme un principe directeur du procès civil. Donc la présence de ministère public permet de respecter ce principe de contradictoire. Aussi, le parquet intervient en tant que partie jointe dans les déclinatoires de compétences portant sur un conflit d'attribution. Donc, lorsqu'il s'agit d'un conflit qui se rapporte à qui est le tribunal compétent en la matière, conflit d'attribution, est-ce le tribunal X ou bien Y? La présence du ministère public devient ici importante. Les règlements dans les affaires qui concernent les règlements du juge, que nous avons développé la dernière fois, c'est nazar ikhtisas, entre deux juridictions. Les récusations des magistrats, les renvois pour cause de parenté ou bien d'alliance. Aussi, septième cas, les prises à partie. Et dernièrement, ce que présente l'article 9, le parquet peut intervenir à titre de partie jointe dans les procédures d'inscription de faux. Étant donné que chaque fois qu'une procédure d'inscription de faux est intentée en justice, bien sûr, on n'est plus dans le cadre du civil, mais on est dans le cadre du pénal. Est-ce clair? Donc, à cet article, à l'ensemble des cas présentés par l'article 9 du Code de procédure civile, s'ajoute un cas présenté par l'article 578 de la loi 1595, qui concerne le redressement judiciaire des entreprises en difficulté. Donc, chaque fois qu'une action concerne le redressement judiciaire des entreprises en difficulté tel qu'il est réglementé par le livre 5 du Code de commerce, la présence du parquet est importante. Aussi, l'article 86 de la loi 1797 sur la propriété intellectuelle impose la présence du ministère public dans un procès civil qui concerne un procès se rapportant à une propriété intellectuelle, comme vous l'avez étudié avec M. Roche dans votre cours. Donc, le même article, l'article 9 du Code de procédure civile, ajoute enfin que le ministère public peut, je dis bien maintenant, peut prendre connaissance de toutes les causes dans lesquelles il croit son intervention nécessaire. Donc, à part les cas dans lesquels le greffe doit nécessairement communiquer le dossier au parquet pour qu'il puisse présenter ses prétentions, il existe aussi le cas où le ministère public peut se présenter d'office pour prendre connaissance d'un dossier déterminé qui s'est présenté devant une juridiction civile et il a jugé que son intervention est nécessaire, donc on ne peut pas refuser son intervention, est toujours possible. Donc cela dit, il faut préciser ici que le Code de procédure civile, par le biais de son article 9, exige de communiquer les dossiers des affaires dont on a présenté la liste au moins 3 jours avant l'audience. Autrement dit, si le greffe ne communique pas le dossier au parquet, au ministère public, pour qu'il puisse en prendre connaissance, le parquet peut demander qu'il soit
que l'affaire soit reportée pour une audience prochaine. D'accord? Mais rien n'empêche de procéder à cette communication le jour même de l'audience devant le tribunal de première instance, auquel cas le ministère public peut demander le renvoi de l'affaire à la plus prochaine audience pour présenter ses conclusions écrites ou bien orales. Si le ministère public présente cette demande de report, le tribunal doit s'acquiescer, ça veut dire il doit ordonner le renvoi de l'affaire. Deuxième remarque importante, le ministère public peut prendre connaissance de toutes les causes dans lesquelles il croit son intervention nécessaire, comme nous l'avons présenté tout à l'heure. Troisième remarque importante, le tribunal peut ordonner d'office cette communication. Ça veut dire, sans que le ministère public se présente, ou bien sans que l'affaire soit considérée comme une affaire pour laquelle le greffe est tenu et obligé de communiquer le dossier au ministère public, si un juge déterminé, si un tribunal déterminé veut connaître les conclusions du parquet concernant une affaire déterminée, il peut lui communiquer le dossier. D'accord? Le jugement doit, à peine de nullité, faire mention du dépôt ou du prononcé des conclusions du ministère public. Ça veut dire que sa présence, même si elle est facultative, vous devez, en tant que juge, vous devez, en tant que tribunal, préciser quelles sont les conclusions du ministère public. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ça doit figurer sur le jugement, sur les termes que vous allez prononcer en tant que jugement de l'affaire qui vous a été présentée. Donc, j'ai toujours dit que la présence du ministère public est facultative et non pas obligatoire. Ça veut dire, une fois nous allons lui communiquer le dossier, soit d'office, soit lorsqu'il s'agit d'une affaire qui a été stipulée par l'article 9 du Code de procédure civile. Donc, le ministère public peut se présenter pour présenter ses conclusions, ou bien ne pas se présenter, s'absenter. D'accord? S'il voit que sa présence n'est pas nécessaire. Le parquet peut soutenir le demandeur ou le défendeur ou s'opposer aux deux. Donc, parfois, le ministère public n'est pas là pour défendre l'un des deux justiciables. Parfois, il est là pour s'opposer aux deux justiciables, le demandeur ou le défendeur, parce que le ministère public, comme vous l'avez étudié sûrement avec M. Harbi Boukri, est là pour l'application de la loi. Il veille à l'application de la loi. C'est son travail principal. D'accord? Voilà pourquoi chaque fois qu'il constate que les deux parties ne respectent pas les dispositions légales, il va s'opposer aux deux parties pour veiller à l'application de la loi. Est-ce clair? Donc, cela dit, ça veut dire le parquet peut intervenir comme partie jointe et dans ce cas, sa présence est facultative. L'émission du parquet peut parfois être à titre principal. Ça veut dire il peut intervenir comme partie principale. Nous avons dit que lorsqu'il agit en tant que partie jointe, il ne dispose d'aucune voie de recours. Lorsqu'il agit en tant que partie principale, il dispose de toutes les voies de recours à l'exception de l'opposition. Il est toujours bon de rappeler ces règles. Donc, quels sont les cas dans lesquels le parquet est appelé à intervenir en tant que partie principale? Il s'agit de 3 cas présentés par le Code de la famille et 3 autres cas présentés par le Code de procédure civile. L'article 221 du Code de la famille précise qu'il est interdit un faux, un prodigue ou bien un handicapé mental ou encore
ou encore lever cette interdiction. Pardon. Donc, chaque fois qu'il y a une action, je veux dire chaque fois qu'il y a une action à travers laquelle on demande l'interdiction d'un fou, l'interdiction, un fou, un prodigue, ou bien un handicapé mental, ou encore la levée de cette interdiction, la présence du parquet est obligatoire. Donc, il agit en tant que partie principale parce qu'il défend les intérêts de la société. Donc, vous, si vous avez un fou à la maison et vous voulez lui interdire, vous avez constaté qu'il a perdu la raison et vous voulez le déclarer un interdit. Une fois vous intentez votre action devant le juge, la présence du ministère public est obligatoire. Il agit en tant que partie principale. Deuxième cas, l'article 251 du Code de la famille. Lorsque vous intendez une action pour réviser l'inventaire des biens du mineur ou bien de l'interdit de tutelle, avec l'estimation faite de sa pension alimentaire, entre autres. Donc, c'est un cas où le ministère public agit en tant que partie principale. L'article 272 du Code de la famille précise que les actions pour lesquelles vous voulez décharger le tuteur incompétent ou bien devenu incapable de sa mission est une action où la présence du parquet est importante. Il agit à titre de partie principale. À côté de ces trois cas, on trouve d'autres cas présentés par le Code de procédure civile, notamment l'action pour déclarer judiciairement un décès ou une naissance non inscrit sur un état civil. D'ailleurs, c'est le cas, par exemple, d'une personne qui a eu un nouveau-né et la loi précise que tous les nouveau-nés doivent être déclarés à l'état civil dans un délai de 30 jours. Donc, passé ce délai, vous ne pouvez pas inscrire votre bébé, sauf si vous poursuivez l'action judiciaire. Donc, dans ce cas, le ministère public agit, il est présent dans ce procès, il agit en tant que partie principale. Le cas aussi de l'article 219 du Code de procédure civile, pour rectifier toute erreur dans un acte d'état civil. Donc, pour rectifier une faute qui a été commise, une erreur, pardon, qui a été portée sur un acte d'état civil, il faut passer par voie judiciaire et la présence du parquet ici est principale. Ensuite, l'article 223 du Code de procédure civile pour laquelle la présence du parquet est importante chaque fois que vous voulez apposer les scellés en vue de conserver les successions héréditaires. Donc là, ce sont les cas dans lesquels le parquet agit en tant que partie principale. Parfois, le parquet agit en tant ou bien à titre particulier. C'est le cas de l'article 34 alinéa 2 qui précise que les administrations publiques sont valablement représentées en justice par un de leurs fonctionnaires ayant reçu délégation à cet effet. Donc, c'est le cas que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, chaque administration publique peut être représentée par l'un de ses fonctionnaires, mais qui a reçu une délégation à cet effet. N'importe quel fonctionnaire ne peut pas aller défendre les intérêts de l'administration. Il faut qu'il ait une délégation. C'est le cas aussi des sociétés, des personnes morales. Donc, les associés n'ont pas tous qualité pour agir au nom de la société. Il faut qu'il y ait une délégation de pouvoir. C'est généralement le gérant qui agit en justice. Donc, dans ce cas, je parle de l'administration maintenant.
des administrations publiques. Le ministère public, qui n'est autre qu'un représentant du pouvoir public, qui exécute une procuration spéciale pour contrôler la légalité des actes et faits se produisant sur le territoire du royaume, ne peut rester en justice en représentation des autres qu'en vertu d'un texte spécial. Il doit y avoir un texte spécial pour agir en justice pour le ministère public. Donc, exemple, l'article 267 qui précise que lorsqu'en l'absence d'autres héritiers connus, l'État peut avoir vocation à recueillir une succession. L'autorité locale du lieu où s'est produit le décès avise le procureur du roi en lui indiquant la consistance approximative de la succession. Le président du tribunal de première instance, saisi par le procureur du roi, rend une ordonnance sur requête désignant un greffier pour procéder à l'inventaire des biens et faits délaissés, et si ces biens présentent une certaine consistance, désigne ce greffier comme curateur pour en assurer la garde. Celui-ci appose les scellés. En cas de besoin, il dresse procès-verbal de ces différentes opérations. Donc, c'est un cas spécial où l'État peut se procurer tout l'héritage d'une personne qui n'a pas d'héritier. Donc, une personne qui n'a personne pour l'hériter. Dans ce cas, c'est l'État qui prend tous ses biens, tout son argent. Donc, c'est un cas spécial prévu par l'article 267. Et c'est une procédure spéciale dans laquelle c'est le ministère public qui a qualité d'agir pour récupérer les biens du défunt qui n'a pas d'héritier. Ou bien dont les héritiers ne se sont pas manifestés. Donc on ne va pas laisser cet argent pour tout le monde. C'est l'État qui va les prendre en sa possession. Donc, conclusion sur la qualité. Tout d'abord, il ne faut pas confondre entre qualité et intérêt et pouvoir. Il faut établir une distinction nette entre qualité et intérêt, parce que ce sont deux termes qui peuvent se confondre dans l'esprit des étudiants. Voilà pourquoi on dit que celui qui agit pour lui-même a à la fois intérêt et qualité. Celui qui agit a à la fois intérêt et qualité. Par exemple, le propriétaire. Il a la qualité pour évacuer le locataire. Mais il a aussi intérêt à évacuer le locataire. C'est le cas aussi du créancier. Mais la loi limite le droit d'agir en justice à certaines personnes. Par exemple, dans les actions attitrées comme nous l'avons vu. Personne ne peut agir pour vice de consentement, excepté le victime pour demander la nullité de contrat. C'est la victime seule qui est en qualité d'agir en justice pour demander la nullité d'un contrat pour vice de consentement. C'est seul l'auteur du vice qui peut avoir intérêt. Donc, l'auteur du vice peut avoir intérêt, mais il n'a pas la qualité. Est-ce que vous avez compris cet exemple? Je crois que je n'ai pas bien expliqué ici, n'est-ce pas? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Parfait. Parce que je ne sens pas vos réactions, donc parfois je me dis que parfois je parle à moi-même. Donc n'hésitez pas à me
à m'arrêter à n'importe quel moment où vous avez senti que j'ai mal expliqué, que je n'ai pas bien explicité de façon à vous permettre de comprendre au mieux ce que je présente comme information ici. D'accord? Oui. Donc j'ai dit ici que l'auteur du vice peut avoir un intérêt, mais elle n'a pas la qualité d'agir en justice. Parce que seule la victime, celle qui a subi le vice de consentement, qui a subi le dommage suite à un vice de consentement, qui peut agir en justice. D'accord? C'est ce que je voulais dire pour distinguer entre l'intérêt et la qualité. La qualité doit être aussi distinguée du pouvoir. On dit que sans pouvoir de représenter, on ne peut agir pour autrui. Ça veut dire qu'il y a une impossibilité d'agir en justice pour autrui en l'absence d'un pouvoir. Tout à l'heure, nous avons insisté sur l'existence d'un acte authentique ou bien sous seing privé légalisé. Il doit y avoir un écrit. Sinon, vous devez donner votre représentation devant le juge le jour de l'audience. Exemple, une société mère à la place de l'une de ses filiales. Et son action n'est pas fondée. Une filiale a une personnalité juridique qui lui permet d'agir elle-même pour défendre ses intérêts. On ne va pas appliquer le principe selon lequel la maman peut agir à la place de son fils mineur. Là, c'est un fils majeur. Une filiale a sa propre personnalité juridique qui lui permet d'agir en justice. On ne peut pas donner qualité à une société mère pour agir à la place de l'une de ses filiales. Est-ce clair? Donc, vous avez pouvoir sur la filiale, mais vous n'avez pas qualité pour agir en son nom. La possibilité d'agir en justice pour autrui avec un pouvoir légal ou conventionnel. Exemple, le père et la mère à la place de leur enfant mineur. Donc, dans ce cas, là, le père ou bien la mère peut agir à la place de leur enfant mineur parce que la représentation ici est reconnue légalement. Qui représente un mineur? Par exemple, si moi, et effectivement, j'avais par exemple un litige qui m'a opposé à une école privée. Durant la période du confinement, l'école privée n'a pas honoré ses engagements envers mes deux enfants. Voilà pourquoi je me suis abstenu à donner les mensualités et le procès a été porté devant la juridiction, le tribunal de première instance. Donc, qui étudie à l'école? Ce sont mes deux enfants mineurs. Mais lorsque l'action a été portée devant la justice, c'est moi qui ai agi au nom des deux mineurs, des deux enfants, parce que c'est la loi qui me reconnaît la qualité d'agir au nom de mes enfants. Est-ce clair? Donc, si la qualité n'est pas remplie par la personne qui agit en justice, il existe deux sanctions qui peuvent être prononcées par la juridiction compétente. Soit la fin de non-recevoir pour défaut de qualité, et dans ce cas, on va prononcer l'irrecevabilité ou bien la non-recevabilité de l'action, soit la nullité pour vice de fond pour défaut de pouvoir. On va déclarer la nullité pour vice du fond pour défaut de pouvoir. C'est l'exemple de, par exemple,
d'une maison ou bien d'une société mère qui a voulu agir au nom de ses filiales. Donc le pouvoir n'est pas la qualité, donc on va déclarer nullité de cet acte de représentation. Est-ce clair? Donc ainsi prend fin les explications qui concernent la qualité. Donc, je répète, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment. Passons maintenant à la deuxième condition de recevabilité de l'action civile qui est la capacité. Donc la capacité est une condition importante qu'on trouve dans toutes les obligations. D'ailleurs, c'est une question que vous avez sûrement développée avec les développements nécessaires dans le cadre d'ailleurs des obligations des contrats avec Madame Fatmi, je crois. Donc, comment peut-on définir la capacité? La capacité, c'est la possibilité d'avoir des droits et répondre à des obligations. Pour être recevable, l'action en justice doit être exercée par une personne ayant la capacité d'ester en justice. Seulement. Dans le cas de la capacité, la doctrine a tendance de distinguer entre deux sortes de capacités, deux types de capacités. La capacité de jouissance et la capacité d'exercice. La capacité de jouissance qui peut être définie comme l'aptitude d'une personne de jouir de tous les droits qui lui sont reconnus. Généralement, cette capacité de jouissance est reconnue à toute personne qui est venue au monde. Ça veut dire, elle est reconnue au nouveau-né. À toute personne qui est née est déclarée comme avoir la capacité de jouir de ses droits et des libertés. En principe, toute personne physique ou morale a un droit d'ester en justice. Les enfants sans discernement, le fou, ou bien les personnes qui sont en coma, les nouveaux-nés, ainsi de suite. Donc, toute personne a droit d'ester en justice. Mais c'est une capacité de jouissance. Est-ce qu'ils peuvent le faire eux-mêmes? C'est là la question. La réponse est non. Un enfant sans discernement ne peut pas, même s'il a la capacité de jouissance de ses droits et obligations, il n'a pas la possibilité d'ester en justice. Un fou n'a pas la possibilité d'ester en justice. D'accord? Certes, il a une capacité de jouissance, mais il n'a pas la capacité d'exercice. Donc, qu'est-ce que la capacité d'exercice? Elle est définie comme l'aptitude d'une personne d'exercer les droits et non pas de jouir des droits. Vous voyez la différence entre jouir des droits et exercer les droits dont elle a la jouissance? Elle est reconnue à toute personne dès sa naissance. Elle est reconnue à toute personne dès sa naissance. Donc le droit d'agir en justice est subordonné à la capacité d'exercice, de sorte que les personnes frappées d'incapacité ne peuvent agir que par l'intermédiaire de leur représentant légal. D'accord? Les personnes qui sont frappées d'incapacité d'exercice ne peuvent agir que par le biais d'un représentant légal. Toutefois, le majeur en curatelle, qu'est-ce qu'un majeur en curatelle? Donc, la différence entre la tutelle et la curatelle. La tutelle, c'est lorsqu'une personne a des facultés mentales qui ne lui permettent pas de distinguer entre le mal et le bien. Elle est en tutelle. La curatelle, c'est une forme de tutelle beaucoup plus souple et qui donne une certaine autonomie et une certaine capacité d'exercice à un certain nombre de personnes dont on a détecté qu'ils peuvent distinguer, même relativement ou bien proportionnellement, entre le mal
et le bien. Donc, toutefois, j'ai dit, le majeur en curatelle peut, sans l'assistance de son curateur, rester en justice pour défendre ses droits patrimoniaux. Donc, pour traiter cette question de capacité, on va faire appel à la fois aux dispositions du code de la famille auquel renvoie le Daïr des obligations des contrats par son article 3. Donc, l'article 3 du Daïr des obligations et des contrats fait de la capacité une question de statut personnel, ça veut dire du code de la famille, qui précise, celui-ci, le code de la famille, précise dans l'article 19 que la capacité d'exercice s'acquiert pour les Marocains musulmans avec l'âge de 18 ans. Une fois un musulman atteint l'âge de 18 ans, elle est déclarée capable. Elle a la capacité d'exercice. Pour les autres Marocains de confession juive, c'est l'âge de 16 ans. Pour les étrangers, c'est leur loi nationale qui précise leur âge de majorité. Pour les personnes morales, la capacité d'exercice s'acquiert avec l'achèvement de toutes les formalités de constitution de la société, ça veut dire de la personne morale. Si les formalités de constitution ne sont pas encore achevées, terminées, ce sont les fondateurs qui doivent agir en leur propre nom et non pas au nom de la personne morale. Tant que les formalités de constitution ne sont pas terminées, ne sont pas achevées, on ne peut pas considérer une personne morale comme ayant acquis la capacité d'exercice. Il n'a pas d'existence juridique. Il n'a pas la possibilité d'agir en justice. Il faut que toutes les formalités soient terminées. La question qui se pose à ce niveau, à partir de quel âge un mineur peut rester en justice? Parce que si vous avez bien suivi avec moi, tout à l'heure, je vous ai dit, dans le cas de la capacité de jouissance, c'est le mineur sans discernement, qui n'est pas discerné, qui n'est pas fondé à agir en justice. Donc, pour répondre à cette question du mineur qui peut agir en justice, la lecture des différentes productions de la doctrine montre qu'il y a un débat là-dessus. Mais généralement, la doctrine précise qu'il faut faire appel aux règles de principe prévues par le Daïr des obligations et des contrats. Les règles du statut personnel constituent, quant à elles, des exceptions aux règles posées par le Daïr des obligations et des contrats qui restent le droit commun en matière civile. Donc, autrement dit, normalement, un mineur n'a pas la possibilité d'agir en justice tant qu'il n'a pas atteint l'âge de 18 ans. Là, c'est la règle de principe. Mais à ce principe, il existe des exceptions qui sont présentées notamment par le Code de la famille dans l'article 226, qui précise que le mineur peut introduire tout seul l'action en justice à partir du premier jour de l'âge de 13 ans. Vous suivez avec moi? Donc, le mineur peut introduire tout seul l'action en justice à partir du premier jour de l'âge de 13 ans, ce qui est l'âge de discernement d'ailleurs, pour demander à prendre possession d'une partie de ses biens pour en assurer la gestion à titre d'essai. Donc, un mineur qui dispose d'un certain nombre de biens, d'argent, lorsqu'il atteint l'âge de 13 ans, il peut aller au tribunal pour demander qu'on lui octroie une partie de ses biens, de son argent. On va
le surveiller. Est-ce qu'il va agir de la bonne façon ou bien est-ce qu'il va dilapider son argent? Et dans ce cas, on va lui retirer son argent et c'est bien parce qu'il n'a pas agi de la meilleure façon. Donc là, il s'agit d'une exception. La capacité d'ester en justice à partir de l'âge de discernement est une application d'un principe général de capacité parfaite, étant donné que le code de la famille fait loi de statut personnel. Est-ce clair? Avant de passer à l'intérêt, j'aimerais vous donner d'autres exceptions qui sont posées, par exemple, par le code de la famille, qui permet, par exemple, à une fille qui s'est mariée à l'âge, par exemple, de 13 ans, 14 ans, qui n'est pas l'âge de la majorité. Donc, elle a été autorisée par le juge à se marier. Est-ce qu'il a la capacité, par exemple, de demander divorce? Est-ce qu'il a la capacité d'intenter une action en justice se rapportant à cette institution du mariage? Je dis oui. Donc, le code de la famille précise que les conjoints mariés, que ce soit la femme ou bien le mari, ont la qualité d'agir en justice pour tout ce qui concerne des litiges se rapportant à l'institution du mariage. D'accord? Or, ces cas, les litiges qui se rapportent au mariage, ils ne peuvent pas agir en justice. D'accord? Ça veut dire, à travers le mariage, ils n'acquièrent pas la pleine majorité. Ils doivent attendre jusqu'à l'âge de 18 ans pour exercer l'ensemble des actions en justice. Avant l'âge de 18 ans, ils ne peuvent intenter une action que pour les litiges se rapportant à cette institution de mariage. Est-ce clair? Mais je répète, il ne s'agit là que d'exceptions posées par le code de la famille. La règle de principe reste l'âge de 18 ans pour intenter une action en justice ou bien pour se défendre en justice. Passons maintenant à la troisième condition de recevabilité de l'action civile, qui est l'intérêt. L'intérêt peut être défini comme le gain ou le bénéfice pécuniaire ou moral que le demandeur peut tirer de l'action qu'il a intentée. Je répète, c'est le gain ou bien le bénéfice pécuniaire ou moral que le demandeur peut tirer de l'action qu'il a intentée devant un tribunal déterminé. Donc, pas d'intérêt, pas d'action. Si vous n'avez pas d'intérêt, vous ne pouvez pas intenter votre action. Il faut noter ici que cette condition doit se réaliser non seulement au moment de l'introduction de la requête, mais tout au long du déroulement de l'instance. Autrement dit, si l'intérêt disparaît au cours de l'instance, parce que l'instance peut aller jusqu'à 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc si, durant l'instant, tant que le jugement n'a pas été prononcé, si l'intérêt disparaît, la troisième condition de recevabilité de l'action ne sera pas remplie et dans ce cas, le juge peut déclarer l'action non recevable pour absence d'intérêt. Donc, quels sont les caractères de l'intérêt? On en distingue généralement 5 selon la doctrine. L'intérêt doit être personnel. Ça veut dire, il doit se définir par opposition à l'intérêt d'autrui et à l'intérêt général. Qui défend l'intérêt général? C'est le ministère public, c'est l'État. Il doit y avoir un intérêt personnel par opposition à l'intérêt d'autrui. Je ne vais pas agir pour défendre un intérêt de mon voisin.
je dois laisser mon voisin agir lui seul en justice. D'accord? Donc, il peut faire partie d'un intérêt collectif, d'un groupement, mais dans ce cas, il y a un intérêt personnel pour un salarié d'agir en groupe par le biais d'un syndicat. Dans ce cas, j'ai toujours un intérêt personnel. L'intérêt, deuxième caractère, doit être direct. Ça veut dire qu'il doit y avoir une implication totale de l'auteur de l'action dans un litige qui le pousse à faire valoir un droit. Ne me dites pas que j'ai un intérêt personnel, mais je ne vais pas agir. Vous devez agir directement. C'est l'exemple des enfants d'une victime d'un accident. Donc les enfants doivent agir tous les deux suite au décès de leur père, par exemple, suite à un accident. Par opposition, on peut dire que le mari n'a pas d'intérêt direct pour agir en dédommagement pour sa souffrance, de voir sa femme gémir de douleur à cause d'un accident. Seule la femme a un intérêt direct pour agir. Est-ce clair? Ça veut dire, tant que la femme n'a pas prouvé la mort, son mari ne peut pas dire que j'ai un intérêt direct dans cet accident qu'a subi ma femme. C'est la femme qui a intérêt pour agir. C'est la femme qui doit déclencher l'action et non pas son mari. En disant que j'ai subi une souffrance suite à l'accident de ma femme. Certes, si sa femme trouve la mort, dans ce cas, il peut avoir un intérêt pour agir en justice. Mais tant que sa femme est toujours en vie, c'est elle qui a intérêt pour dire que je souffre et j'ai intérêt pour demander dédommagement suite à cet accident. Clair? Troisième caractère de l'intérêt, il doit être légitime. Légitime, ça veut dire conforme à la loi, aux bonnes mœurs, à la morale, à l'ordre public. Voilà pourquoi je vous ai dit, dès la deuxième séance, on ne peut pas intenter une action pour quelque chose qui n'est pas conforme à nos valeurs de l'islam. Donc, je vous ai donné des exemples qui concernent, par exemple, je peux pas dire que j'ai un intérêt, je peux pas dire fonder mon action sur un intérêt qui se rapporte à la vente de stupéfiants. Intérêt qui se rapporte à un litige entre deux prostituées, par exemple. Donc, ce sont des intérêts illégitimes, contraires aux bonnes mœurs, contraires à la morale, contraires même à l'ordre public et à la loi. Donc, ils sont écartés par notre... Peut-être que ça peut être un intérêt légitime dans d'autres pays qui peuvent tolérer ce genre de pratique. Mais ici au Maroc, ce n'est pas tolérable. L'intérêt doit être juridique. Ça veut dire soit pécuniaire, soit moral, à l'exclusion des intérêts extrajudiciaires. Un intérêt extrajudiciaire, ça veut dire qu'on ne peut pas régler judiciairement. Donc, comme le juge n'a pas une solution judiciaire pour tel ou tel intérêt. Et finalement, l'intérêt doit être né à actuel, ça veut dire le jour de l'action, l'intérêt futur est éventuel et exclu. Par exemple, préemption d'un immeuble déterminé par rapport à la vente d'un immeuble. Vous savez qu'est-ce que la préemption? En arabe, on l'appelle comment? Hakim, Abdelhadi, Khosh, Aya, Oussama. C'est shifa. On l'appelle shifa. En arabe, c'est shifa. Haq shifa. D'accord? C'est le droit qui est octroyé à, par exemple,
à la communauté des héritiers pour acheter en priorité un bien qui va être, ou bien la partie la partie de propriété, ou bien la partie de propriété d'un héritier dans un immeuble déterminé. D'accord? Donc, l'intérêt ne doit pas être futur et éventuel. Ça veut dire que, par exemple, si nous avons un immeuble dans lequel il y a 3 appartements, chacun a un appartement. J'ai le droit de vendre mon appartement, mais les autres ont un droit de priorité d'acheter en premier lieu, avant les autres, avant les externes. D'accord? Parce que nous sommes en copropriété. Mais si je veux mettre mon bien en location, les autres ne peuvent pas me dire si vous allez le mettre en location, ça veut dire que vous êtes en train de le préparer pour la vente. Donc, l'intérêt ici, il est futur et non pas actuel. Vous devez attendre jusqu'au jour où je vais mettre mon bien en vente. Dans ce cas, vous pouvez dire que j'ai un intérêt né et actuel pour demander l'achat de l'appartement en priorité. Est-ce clair? Donc, voilà pourquoi je dis l'intérêt futur et éventuel ne suffit pas pour agir en justice, sauf dans les cas prévus par la loi. Donc, il existe toujours des exceptions que nous n'avons pas le temps de déclarer tout de suite. Donc, quelles sont les dérogations à ce principe, à ces exceptions? Pardon, quelles sont les exceptions à ce principe de l'intérêt né et actuel? D'abord, l'action déclaratoire. Qu'est-ce qu'une action déclaratoire? C'est une action qui vise à obtenir un jugement sans condamnation afin que soit déclaré judiciairement l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une action juridique. Exemple, la nationalité. Est-ce que lorsque j'intente une action pour obtenir la nationalité d'un pays, est-ce que je vise à condamner quelqu'un? Non. Donc, mon objectif, c'est obtenir un jugement qui va déclarer la nationalité d'une personne déterminée, sans condamner une autre personne. D'accord? Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux être déclaré citoyen d'un pays déterminé. Lorsque je reçois la nationalité marocaine, je suis citoyen marocain à part entière. Voilà pourquoi on l'a appelé action déclaratoire. Autrement dit, il n'y a pas ici un intérêt né et actuel. Peut-être lorsque je vais recevoir la nationalité, ça va me permettre d'avoir un certain nombre de droits. Donc, c'est futur. Deuxième exception, dérogation, l'action provocatoire ou bien de jactance, pardon. C'est une action qu'on trouve dans le droit comparé, notamment dans l'article 1844, alinéa 12 du Code civil français, selon laquelle on peut obliger celui qui se vante publiquement de pouvoir contester une situation à en apporter la preuve devant le tribunal afin de démontrer l'exactitude de ses allégations. Une personne qui se vante publiquement avoir un droit sur un bien déterminé. C'est moi qui a fait cela, c'est moi le propriétaire de cela, c'est moi qui possède cela. Donc, si vous dites cela publiquement, venez en justice pour qu'il soit déclaré par la justice. Donc, on considère que c'est une action qui provoque. D'accord? Donc, on va vous obliger à venir devant les juges pour apporter la preuve de vos prétentions sur la possession d'un bien déterminé si vous
alléguer telle ou telle chose. Est-ce clair? Ce genre d'action n'existe pas en droit marocain, c'est une action qui existe en droit français. Je le répète. Troisième exception, l'action interrogatoire, par le biais de laquelle on va obliger le titulaire d'une option à l'exercer immédiatement. C'est une action aussi qu'on trouve en droit français, des successions qui autorisent l'héritier de second rang à contraindre par une action en justice celui du premier rang à exercer l'action en succession ou bien d'y renoncer. Donc si vous êtes... Pourquoi? Pour que vous ne soyez pas frappé de prescription. Moi, en tant que successeur de deuxième rang, si je vous laisse l'occasion de ne pas intenter l'action dans les délais impartis, cela risque de me porter préjudice. Voilà pourquoi je vous contrains, je vous oblige d'utiliser votre option immédiatement. Donc, soit vous intentez l'action maintenant, soit vous allez vous écarter et vous allez me laisser, moi, en tant que successeur de deuxième rang, d'exercer l'action que vous n'avez pas exercée vous-même. D'accord? Troisième exception, la dénonciation d'un nouvel ordre. Donc, la dénonciation d'un nouvel ordre, je crois que c'est une action que nous avons déjà, dont nous avons déjà présenté les contours et qui concerne, par exemple, un dommage futur dans le cadre d'une action possessoire. Donc, afin d'éviter un dommage futur, on peut demander au juge l'arrêt des travaux qui peuvent endommager, par exemple, ma maison si je laisse les choses traîner, si je laisse mon voisin continuer ses travaux. Cela risque de me porter préjudice, cela risque de démolir mon immeuble ou bien la possession de mes biens. Cinquième exception, les mesures conservatoires qui peuvent prévenir un dommage imminent. Qu'est-ce qu'un dommage imminent? Ça veut dire un dommage qu'on ne peut pas éviter. Il est clair, si on ne prend pas des mesures conservatoires en se dirigeant au juge de référé, on peut tomber dans une situation irrémédiable. Ça veut dire qu'on ne peut pas remédier par la suite. Voilà pourquoi on demande la prise de mesures conservatoires pour conserver cette situation, pour conserver l'état des choses sur l'état dans lequel se trouve actuellement, afin de ne pas les perdre par la suite ou bien afin de ne pas se trouver devant un dommage imminent par la suite. Dernière exception, les mesures d'instruction qui permettent de conserver ou bien d'établir avant tout procès la preuve. Sinon, si cette preuve disparaît, je ne serai pas en mesure de bien argumenter, de bien prouver, ou bien de prouver l'existence d'un droit déterminé. Donc, si cette preuve disparaît, je ne serai pas en mesure de présenter des arguments qui peuvent convaincre le juge. Voilà pourquoi je demande au juge, par une mesure d'instruction, de conserver une preuve déterminée. Donc, c'est une chose à laquelle on fait appel généralement, maintenant, actuellement, pour préserver les preuves électroniques qui peuvent disparaître à n'importe quel moment. Donc, je peux demander la préservation d'une preuve électronique qui peut disparaître par un simple clic. Est-ce clair? Donc voilà tout ce qui concerne les caractéristiques de l'intérêt et les exceptions relatives à la cinquième caractéristique. Maintenant, vous pouvez me demander, en cas de non-existence de l'une de ces conditions de recevabilité, quels sont les débouchés, quels sont, soi-disant,
les conclusions auxquelles on peut arriver. Ou bien, quelles sont les sanctions relatives à l'absence de l'une des conditions de recevabilité que nous avons présentées. Donc, les solutions présentées sont les suivantes. Le juge relève d'office le défaut de qualité, ou bien de capacité, ou bien d'intérêt, ou le défaut d'autorisation lorsque celle-ci est exigée. Donc, autrement dit, le travail du tribunal commence au début par vérifier les conditions de recevabilité, par vérifier la qualité du demandeur et des défendeurs, ou bien de la partie jointe, de leur capacité et des intérêts qu'ils ont par rapport à l'affaire qui est présentée devant la justice. Et il la relève d'office. Mais une fois relevée, est-ce que on va radier l'affaire du rang des tribunaux? Non. Donc, il doit donc mettre en demeure la partie de régulariser la situation dans un délai qu'il fixe. Et si la régularisation intervient dans le délai, l'action sera déclarée recevable. C'est ce que précise l'article 1er. Donc, même si les juges relèvent d'office le défaut de qualité, de capacité, d'intérêt, ils donnent toujours l'occasion pour les justiciables pour se rattraper, afin de corriger cette situation. Donc, ils donnent un délai pour les justiciables pour régulariser leur situation. S'ils arrivent à régulariser leur situation, ça veut dire à corriger le défaut de qualité ou bien de capacité ou bien d'intérêt, l'action sera recevable. Dans le cas contraire, il sera déclaré non recevable. La régularisation concerne au premier chef le défaut de capacité ou bien d'autorisation. Le défaut de qualité ou d'intérêt pouvant l'être difficilement réparable. D'accord? Si il est facile parfois de corriger la question de capacité, si je ne suis pas capable, c'est mon représentant légal qui peut le faire. Si un mineur a intenté une action en justice et il n'a pas la capacité, par la suite, c'est son père qui va prendre sa place pour défendre ses intérêts. Donc, l'incapable peut devenir capable ou se faire représenter par une personne ayant qualité. Les personnes pouvant relever l'absence d'une condition de recevabilité sont le juge ou bien les parties intéressées. D'accord? Donc, le juge le relève d'office, mais si le juge n'a pas fait attention, il revient à l'autre partie d'éveiller le juge et de lui dire « Attention, monsieur le juge, cette personne lui manque une condition de recevabilité de l'action. » Dans ce cas, le juge va demander à la personne, à l'autre partie, à l'autre justiciable, de régulariser la situation dans un délai déterminé. S'il le fait, c'est bon. S'il ne le fait pas, il va déclarer l'action non recevable. Donc, dans tous les cas, ces conditions sont vérifiées par le juge dès le début de l'instance, au moment où il vérifie sa compétence et les autres conditions de saisine. Voilà pourquoi il doit se prononcer d'abord sur la recevabilité avant de se prononcer sur le fond. Il dit que est-ce que l'action est recevable? Dans ce cas, on va passer au fond. Si l'action est non recevable, on ne va pas étudier les allégations et les prétentions des parties. Il va l'écarter dès le début. Donc, la partie adverse peut également invoquer l'absence de qualité, d'intérêt ou bien de capacité. Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, tous les deux ont la possibilité d'éveiller et d'attirer l'attention du tribunal sur l'absence d'une qualité, d'un intérêt ou bien de la capacité de leur adversaire. Est-ce clair? Donc voilà, je crois que j'ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser maintenant. Je vois très bien que vous jeûnez 100%.
Vous n'avez pas la possibilité d'évacuer des mots. C'est un jeûne à 100%. Vous jeûnez pour la bouffe et vous jeûnez aussi pour la parole. Donc, de toute façon, je répète, c'est une séance très importante pour laquelle il faut prendre le temps de la relire plusieurs fois. Si jamais vous trouvez des difficultés concernant un point déterminé, n'hésitez pas à me contacter par écrit ou bien de reporter vos questions pour la séance prochaine. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je crois que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je crois que je serai autorisé à aller prendre mon déjeuner. Je rigole. C'est juste pour vous faire rire. Donc, merci de votre attention. On se voit. Peut-être la fin de la semaine, peut-être la semaine prochaine. Donc, tout dépend de mes disponibilités. Je vous tiendrai au courant. Merci de votre attention. À plus tard.